Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. C'est dans ce podcast que, avec l'ami Corentin ici présent, salut, on va vous parler de comics qu'on a lus. On va vous dire ce qu'on en a pensé, on va vous dire un peu ce dont ça parle, on essaie de rentrer au maximum dans le détail et dans le fond du propos sans pour autant vous gâcher toutes les surprises qu'il y aurait à gâcher. Et puis après, on vous dira ce qu'on vous recommande à la lecture ou pas, sachant qu'on vous rappelle qu'il y a l'achat en librairie, mais parfois, n'hésitez pas à en parler aussi à votre bibliothécaire, s'il y en a, puisque ça passe des commandes aussi, donc ça peut être intéressant. Corentin, pour cette émission, on continue sur notre formule, 3 albums, on essaie de faire entre 3 quarts d'heure et 1 heure, voilà un petit format sympathique et qui nous permet d'avoir notre régularité exemplaire, je dois bien le dire, sur les Back Issues cette année. On a trouvé, je crois, la formule qui marche. Alors on va commencer du côté de chez Delcourt pour ce qui sera le titre indé de notre sélection avec le premier tome d'une série qui s'appelle Free Agents. Les agents libres, il n'y a pas eu de traduction sur ce titre pour c'est parce que c'est compliqué à traduire, mais ça veut dire, ça veut dire les freelancers, mais c'est traduire un concept en anglais par un concept en anglais. Électrons libres, moi j'en ai. Les électrons libres, ouais. Mais dans le sens où en fait ils n'appartiennent pas à une équipe ou ils ne sont pas affiliés à un camp particulier. Ouais, donc ça veut dire. Pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'à la base, c'est quand même un titre qui est coécrit par Kurt Busiek et Fabian Nicieza. Et on y va. Alors, j'apprécie ce que fait Nicieza, mais donc Kurt Busiek, c'est Astro City, c'est Superman Identité Secrète, c'est un très grand auteur, c'est Arrowsmith, c'est un très grand auteur qui manie les concepts de super-héros comme très peu savent le faire et qui a toujours quelque chose d'intéressant à dire avec ses archétypes. Donc là, il est rejoint par Nicieza à l'écriture, Nicieza qui est le co-créateur de Deadpool. Oui. Qui en a même qui a fait la série Cable and Deadpool, oui. Ouais, c'est ça, qui a fait. Merci. D'où vient la vanne je ressemble à Ryan Reynolds, machin. Voilà, c'est pour ceux qui on en a parlé dans le podcast Deadpool et Wolverine dans l'intro avec notre bon ami Splinter. Tout à fait, et c'est illustré par Steven Mooney. Oui, de Half Past Danger, qui a fait aussi des comics Angel, qui a fait le numéro Future Zen de Grayson, rappelez-vous à l'époque celui qui était monté à l'envers. Et tout le monde disait, Tom King, c'est qui ce connard, ça va rien dans son numéro, c'est de la merde, il ira nulle part dans la vie. Et aussi The Web of Black Widow, qui fait beaucoup de comics de licence en général, souvent chez IDW. Qui, voilà, en l'occurrence, fait un travail plutôt correct. C'est une sorte de John Paul Leon, un peu au niveau du graphisme, en très emprunté et avec des visages qui, malheureusement, sont extrêmement problématiques. Eh bien, d'abord, avant de nous parler de ta critique, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle? Qui sont ces Free Agents? J'ai l'impression qu'ils ne viennent pas de notre monde. Absolument pas. Alors, les Free Agents en question, en fait, effectivement, c'est une équipe, pas de super-héros, mais plutôt des personnages c'est une escouade cosmique, façon Gardien de la Galaxie, qui était en guerre avec une force cosmique, justement, qui voyageait à travers les dimensions pour asservir les planètes et, conquérir. Un personnage qui s'appelle Barrage va assembler justement cette équipe qui, grosso modo, se compose d'aliens venus de différentes planètes qui voulaient résister à l'envahisseur. Et ils vont engager une très très longue guerre contre ce vilain jusqu'à réussir à l'enfermer dans une poche dimensionnelle de laquelle il ne pourra pas s'échapper, un espace nul, un espace vide qui du coup supprime la réalité autour de lui. Et ensuite, malheureusement, Barrage doit se sacrifier pour réussir à ce que ce plan se monte, un peu comme Gandalf avec le Balrog, il se fait entraîner vers le fond par l'adversaire. Les personnages principaux arrivent à lui envoyer une capsule de survie, mais ne savent pas s'il va réussir à s'en sortir ou pas. Et ensuite, nos Free Agents tombent sur Terre. Et pas n'importe quelle Terre, puisqu'en fait, c'est la Terre de l'univers, je crois que c'est l'univers Supermassive de Radiant Black, donc le comics de Kyle Higgins qui s'inspire un peu des Super Sentai japonais. Et une fois sur place, en fait, ça y est, la guerre est terminée, donc ils n'ont plus de combat à mener. Ils peuvent glandouiller, et comme c'est des jeunes gens, il y a un petit côté Power Rangers là aussi d'ailleurs, c'est que c'est tous des jeunes en grande majorité, donc ils vont à la fac, ils ont des cours, et ils commencent à s'installer dans leur vie civile. Un petit peu comme dans Solar Opposites, où vous avez justement les aliens qui s'écrasent sur Terre, et qui ne peuvent plus repartir, et qui donc certains d'entre eux vont accepter de vivre une vie très terrienne, en s'intégrant parfaitement à la société, et d'autres vont au contraire justement espérer retrouver leur vie d'avant. Bon, du coup, c'est pas vraiment un spoiler parce que c'est dès la fin du premier numéro, mais évidemment, Barrage revient et lui, il est encore dans ce côté va-t-en guerre. Il a pas du tout prévu d'adopter un mode de vie pacifié.
il attend au contraire qu'un de nouveaux vilains apparaisse parce que voilà, c'est sa raison de vivre, c'est le combat, c'est l'éternel soldat, etc. Donc voilà, ça fait un peu comics à l'ancienne pour le coup, au sens où effectivement c'est Kurt Busiek. Kurt Busiek, on le connaît aussi pour les comics Thunderbolts. Et justement dans Thunderbolts, il y avait une réflexion qui était assez voisine de ce projet-là, c'est-à-dire que désolé, pardon. Dans Thunderbolts, vous aviez l'idée que une nouvelle équipe de super-héros apparaît quand les Avengers ne sont plus là pour défendre la Terre. Cette équipe, elle est menée par le Citizen V, et ce sont donc des nouveaux justiciers qui vont pallier à l'absence des Vengeurs. À la fin du premier numéro, vous aviez un twist qui était, en fait, le Citizen V, c'est le Baron Zemo. Le Baron Zemo a créé cette équipe pour s'infiltrer dans les rangs de la Terre, et ensuite, plus tard, vous allez découvrir que beaucoup de ces personnages qui, du coup, sont des vilains, qui se font passer pour des gentils, en fait, ils trouvent ça, un peu comme dans le film Les Bad Guys, sympa d'être gentil. Mais là, en fait, c'est un peu la même idée dans le sens où c'est la déconstruction de l'archétype du super-héros au sens strict. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait un super-héros, qu'est-ce que font les gars de la galaxie une fois que Thanos n'est plus là, une fois qu'il n'y a plus de guerre cosmique, ils glandent, en fait. Et il y en a qui apprécient de glander, qui trouvent ça cool, justement, d'être enfin libérés de la guerre. Tandis que d'autres, comme ça arrive dans la vraie vie, n'arrivent pas, en fait, à revenir à la maison et à poser le fusil. Voilà, donc c'est ça, en fait, le propos fédérateur de ce projet, qui, à mon sens, c'était quand même une petite déception. C'est vrai que quand l'album a été annoncé chez Delcourt, je savais pas, moi, qu'il y avait un comics de Busiek et Nicieza qui était sorti, en fait, simplement. On m'a dit, en plus, ça s'intègre dans l'univers de Radiant Black, et effectivement, le personnage fait une apparition. J'étais content. Maintenant, pour l'avoir lu, je trouve qu'en fait, ça fait un peu vieillot, dans la façon dont ça approche, justement, ce concept d'équipe. Alors, certainement que, du coup, il y a des gens qui vont me dire, c'est cool, moi, je suis nostalgique de l'époque des comics Thunderbolts, de l'époque des comics X-Factor, de l'époque de la vieille X-Force et tout. Et c'est vrai que c'est un peu dans le même ton, dans le sens où c'est beaucoup de décompression compressée. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de dialogues qui vont vous instaurer des mécaniques, et après on va très vite aller vers la scène d'action. C'est vraiment écrit comme un comics à l'ancienne, où en fait les interactions ne doivent jamais prendre plus de 3 pages avant qu'une scène d'action apparaisse pour mobiliser l'attention, etc., etc. Alors du coup, ça fait que en fait la BD prend un peu trop ses aises au niveau de son installation. C'est-à-dire qu'elle est persuadée, elle, d'avoir posé son concept, et que du coup elle peut ensuite aller vers l'élément suivant. Et ça c'est une erreur qui m'étonne de la part de Kurt Busiek, c'est que justement quand tu fais une intro, il faut prendre le temps de poser les idées. Là au contraire, c'est les 3 mots que tu aimes bien prononcer, c'est in medias res, c'est-à-dire que directement scène d'action. Et en fait, on te dit grosso modo, tu vas revenir plus tard, t'inquiète pas, pour comprendre exactement qui ils sont, ce qu'ils font là. Et ça, en fait, c'est des mécaniques vraiment à l'ancienne, parce que c'est des mécaniques de série régulière. C'est avant, quand tu savais que ton comics pouvait aller durer 20-30 numéros, parce que c'était largement la norme à l'époque, tu savais que tu pouvais commencer par un concept interrogatif, et après que tu aurais 10-15 numéros pour développer tes personnages, leurs interactions, leur passé, leurs idées. Un truc, par exemple, que Bendis avait fait dans la série Ironheart, par exemple, tu vois, ou enfin, Invincible Iron Man, où au départ, on te dit juste, voilà, Ironheart, elle a les pouvoirs d'Iron Man, et après, numéro après numéro, tu auras un petit flashback qui va la nourrir, etc. En indé, c'est déjà un pari très risqué de faire ça. Parce qu'en indé, on le sait, les Stone Comics, ça n'existe plus. Quand ça existe, ça dure jamais plus de 2-3 tomes, grosso modo. Mais non, mais doucement. Je serais vraiment très curieux de savoir combien de temps va durer la série Free Agents, qui a déjà que Ice Cream Man dépasse le 44e numéro. T'en as quand même. C'est un exemple. Non, mais t'en as plein. Non, mais exemples. Si tu veux, on peut regarder après tout ce qui sort chez Image Comics ce mois-ci. Tu verras qu'il y a quand même plein de séries qui arrivent à tenir aussi. Je suis d'accord sur le principe. C'est plus risqué, en tout cas, que. C'est très risqué. C'est plus risqué. Extrêmement risqué. Et ça fait que, du coup, effectivement, le problème, c'est que tu n'as pas la structure que tu aurais normalement sur une série qui aurait déjà prévu son point de chute. Du coup, là, tu rentres, tu te dis, qui sont ces personnages? J'en sais rien. Pourquoi ils se bastonnent? J'en sais rien. Et en fait, tu vas devoir revenir, entre guillemets, tous les mois. Donc là, c'est un album, mais tu reviens tous les mois pour comprendre un peu ce qui se passe. Et moi, je trouve que le propos est super intéressant sur le fait d'être en paix, etc. Mais c'est tellement, en fait, des archétypes que ça n'arrive pas ils sont pas captivants, ces persos, justement. Non, pas du tout. Comme pouvaient l'être à l'époque les Thunderbolts, où t'avais quand même le moment où Lado rentre dans l'équipe et où tu vois que, j'ai oublié son nom, c'était Moonstone, qui tombe un peu en pavoisant sur elle en mode ça, c'est la fille que j'aurais bien aimé avoir. Tu vois les deux personnages, Songbird et Mac, machin. Mac 5.
Mac5, bah, c'était Mac X, Mac5, je sais pas, enfin, ça a été le mec qui a l'armure technologique. Je crois que c'est Mac V, ouais, donc Mac5. Mais il change de nom à chaque volume, en fait. Oui. C'est en fonction de l'évolution de son costume. Mais bref, eux, par exemple, ils tombaient amoureux. Et donc, tu voyais un peu leur romance qui se développait. Songbird, qui était un personnage qui était profondément introverti et qui donc ne savait pas comment gérer cet amour, etc. Là, t'as des mécaniques interpersonnelles. Tu vois, par exemple, tu vas avoir l'espèce de seconde bord qui est amoureux de la soldate, la Renoir, quoi, j'ai oublié son nom. Tu vas avoir le petit personnage qui, lui, est un peu l'espèce de Hulk de leur univers, celui qui peut terraformer une créature autour de lui, qui a cette relation paternelle avec l'espèce de sorcier. Tu as Chalice, du coup, là, j'ai retenu son nom parce qu'elle le dit beaucoup. Chalice, ouais. Qui, elle, veut juste être une étudiante normale. Et pareil, son passé est très peu clair. On dit qu'elle a des pouvoirs liés aux plantes, ça, en grosso modo, qu'elle était avant la sbire d'un nécromancien. Bah, c'est ça, en fait, c'est elle vient d'une planète. Après, dans l'album, à la fin, t'as des fiches explicatives qui t'expliquent le background de chacun des personnages. Donc, elle vient d'une planète, en fait, où, effectivement, c'est les femmes qui ont le pouvoir, mais les femmes, en fait, sont les vaisseaux, en fait, d'un nécromancien tout puissant, quoi, et dont elles sont les servantes, tout en étant quand même le pouvoir en place sur cette planète-là. Et du coup, bref, tous cet enchevêtrement de mécaniques, de thématiques qui sont empilées, t'as l'impression, en fait, de commencer une série par la saison 2, sans avoir été introduit à ces personnages. Et en plus, c'est pas une série facile à digérer, c'est une série Star Trek, hein, grosso modo. T'as des tonnes de noms propres, de concepts de race, d'origine stellaire, de pouvoir machin, tout a un nom propre. Oui, ça novlanguise beaucoup de choses, quoi. Ouais, c'est très SF, justement, à la Roddenberry, on va dire. Donc, ouais. Je sais pas trop ce que j'en pense. Moi, je trouve ça sympa, en fait, mais... Sauf juste pour revenir là-dessus, c'est que je trouve vraiment que ça utilise trop un vocabulaire parfois compliqué pour désigner des choses. C'est comme si je te disais, passe-moi le conteneur plasticoïde au lieu de me dire passe-moi la bouteille d'eau, tu vois. Moi, ça me fait battre la pompe aortique quand tu me dis ça. Hein. Mais tu vois, par exemple... aorticoïde, c'est mieux. Dans le premier numéro, justement, t'as tout ce côté qui est, pour le coup, une bonne idée, vraiment, en tout cas, la Star Trek, où eux, ils viennent de cycles temporels qui ne durent moins de 24 heures, en fait. Et donc, ils arrivent sur Terre, et il faut qu'ils s'habituent au cycle de 24 heures. Et donc, ils ont un souvent, référentiel. Ils demandent l'heure, et donc, t'as une case bleue qui te dit quelle heure il est. Et quand t'as un flashback où on voit la bataille contre machin, cette case bleue, elle est là en permanence, comme une sorte de compte à rebours, et tu comprends rien. Enfin, tu comprends rien. Moi, je l'ai lu ça alourdit le truc. En anglais, c'est vraiment particulièrement épais comme texte, parce que vraiment, ça a non, mais je te rassure, c'est lourd aussi pour la version française. Okay. Donc voilà, après, moi je trouve ça sympathique, parce qu'effectivement, je suis aussi moi-même nostalgique. J'avais relu quasiment tous les comics Thunderbolts de la première génération pour le podcast qu'on a fait au début de l'année. Tu les aimes vraiment, ces comics? Oui, beaucoup, bien sûr. Ah ouais. Carrément. Mais beaucoup, mais je trouve que c'est d'ailleurs l'un des meilleurs volumes, parce que la suite, enfin, les autres volumes qui ont été faits ensuite, celui avec Bucky, je trouve, enfin, les deux avec Bucky, je les trouve imbuvables. Celui avec Oka, il a rien à voir. Enfin, bref. Mais moi-même, pour moi, les Thunderbolts, c'est le numéro 1 à 30 de Bouchiek. Mais qui était repris après par Nice, ça, le volume. Bah voilà, c'est pour ça que c'est assez rigolo. C'est que tu vois, en fait, cette façon d'écrire qui, en fait, te renvoie justement à une époque où c'était normal de faire des comics comme ça. Là, en surimpression du dessin de Mooney. Alors, le dessin de Mooney, il a des qualités. Il se prête bien à la colo. Pour le coup, la colo, d'ailleurs, est assez agréable de ce projet. Il fait cette espèce de parabole entre réalisme structurel, justement, à la John Paul Leon. C'est-à-dire que c'est vraiment des corps physiques qu'on peut imaginer dans la vraie vie. Ces personnages pourraient exister dans la vraie vie. Mais il a pas les visages qui vont avec. On a l'impression qu'il a décalqué des visages. Ce qui fait qu'un personnage va avoir une gueule très différente. Parfois d'une case sur l'autre. Et d'où se crée la fameuse Uncanny Valley qui, moi, me plaît tant dans les comics. Et qui, du coup, en fait, on n'arrive pas déjà à identifier ces personnages-là au niveau du background, mais même au niveau physique. T'as l'impression, des fois, qu'ils ont changé de tronche. À part celui, l'espèce d'animal, là, qu'elle est vraiment des stries sur le visage, donc c'est pas mal foutu. Mais par exemple, le héros, des fois, il a une gueule, on dirait qu'il était décalqué depuis un magazine et tout. Enfin, c'est assez bizarre. Honnêtement, je comprends pas trop ce qui a motivé ce projet. J'ai l'impression qu'il me manque une case. Alors, probablement, moi je suis pas à jour sur Radiant Black ou le reste de l'univers du Massiveverse. C'est ça qui est problématique, hein, enfin pas problématique, mais le fait d'avoir un raccord à Radiant Black et tout. Bon, bah la série, il y a eu 3 tomes en VF chez Delcourt, et il a déjà dit qu'il pourrait pas continuer parce que ça n'a pas trouvé son public, alors qu'aux États-Unis, c'est devenu effectivement le Supermassiveverse. Il y a 12 autres titres spin-off qui en ont émergé, il y a eu des crossovers entre eux. Ouais. Bon, après là, l'irruption de Radiant Black, elle fait plaisir pour celles et ceux qui connaissent le personnage, mais elle ne sert fondamentalement pas à grand-chose non plus. Donc voilà, c'est... Ah oui, en plus, justement, lui a l'air de les découvrir. Mais pour les lecteurs chez Delcourt, le fait de le voir, ça va juste leur rappeler que la série, elle se poursuit pas en VF. En plus, il est clairement écrit comme un Spider-Man, là. Genre, c'est vraiment le personnage qui fait des petites blagues,
qui est là parce que c'est la resta locale, mais en fait, il est même pas aussi puissant que les mecs qui l'affrontent. Et puis j'ai vraiment eu du mal à le reconnaître pour le coup, parce que pour moi, Radiant Bug, c'était pas un personnage aussi comique en fait dans ce que j'ai lu en tout cas de la FF. Ouais, justement, c'est très bizarrement fichu, mais bref. Ouais. Du coup, si vous êtes nostalgique de ces comics un peu à l'ancienne, je pense que ça fait le boulot. Et si vous êtes un gros vraiment nerd de SF qui aimait bien quand ça dégaine à foison du blast compliqué pour ne rien dire, moi franchement je trouve que c'est un projet qui est sympathique, mais qui dit en fait plus de choses sur comment il faut plus vraiment écrire les créations originales modernes pour les rendre digestes en fait. Parce que là vraiment ce comics il serait sorti justement aux côtés de Savage Dragon à l'époque, on aurait dit ouais c'est brillant et tout. Aujourd'hui en fait on se dit mais peut-être qu'on a besoin nous de prendre notre temps, parce qu'on déjà on sait pas combien de temps la série va durer. Là elle a accumulé apparemment un gros retard entre le numéro 6 et 7 aux États-Unis. Je me pose vraiment la question de savoir si là il y a les 7 numéros. Voilà, c'est est-ce que ça va aller plus loin, parce que déjà ça ne finit pas sur une fin, et il y a un numéro dedans qui est alors absolument incompréhensible, le numéro de la manipulation mentale. Ah oui, ouais, il est pas évident. Vraiment. Ouais. Et c'est pas de manipulation mentale, c'est des grandes béquilles sur qu'est-ce qui est vrai ou pas. Il y a aucun effet qui te dit qu'est-ce qui est vrai ou pas. Mais c'est un mindfuck. Parce que t'as un personnage qui arrive à s'immiscer en fait avec un outil qui permet de faire revivre les souvenirs en fait. Et en fait, tu sens que c'est une façon qu'il a de vouloir un peu expliquer le background de plusieurs personnages, notamment leur traumatisme. Mais ouais, effectivement, la construction de celui-là, waouh. Ouais. Elle est vraiment pas évidente. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors du coup, voilà, moi je voulais en parler parce qu'au départ, je me suis dit, ah, trop bien, Bushik Nikeza, ça va être cool de mettre un peu en avant leur travail en indé. En définitive, je sais pas si je le conseille vraiment, parce que moi, je vais quand même lire la suite si elle sort en VO, parce que je suis curieux de savoir où ça va. Les idées qui sont posées sont bonnes. Par contre, l'exécution pose de vrais gros problèmes. Alors que le potentiel est là. Tu vois, le côté, effectivement, venez, on arrête de faire la guerre, on se pose 5 minutes et t'en as un qui pète un peu un câble au milieu. Ouais, tu vois, moi, je te lis ça tous les jours. Par contre, là, c'est fait de manière tellement brute et sans aucune considération pour la fluidité de lecture que ça me rend, entre guillemets, la lecture un peu compliquée. Non. Donc voilà. Non, bah effectivement, la série. Bah, en fait, là, ce qui est bien techniquement, c'est que ce premier tome vous permet d'être à jour sur la VO, puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux numéros sollicités. Donc j'imagine que c'est le cas. Donc on est dans le cadre des séries régulières qui prennent 6 mois de pause pour avoir justement pour laisser le temps à l'artiste de faire l'ensemble des numéros. Après, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que Kurt Busiek, donc ça fait très longtemps qu'il est malade, qu'il a une intoxication, alors je sais pas comment on appelle ça, un empoisonnement chronique au mercure de mémoire, et donc il a des phases où parfois il peut être productif et d'autres où il fait des rechutes et son état de santé lui permet absolument pas d'avancer sur quoi que ce soit. Et je soupçonne, je suis pas ses comptes parce que je le vois quand même plutôt actif sur Blue Sky, mais je sais pas dans quelle mesure en fait ça peut avoir aussi. Là quand je vois qu'il y a pas eu de numéro sorti depuis février 2025, je me dis il a peut-être eu de nouveau une phase où il était pas en état d'écrire quoi que ce soit et donc ça a mis du retard sur la série. Ou alors juste que Mooney a besoin de plus de temps pour produire d'autres numéros. Mais a priori, la série devrait continuer en tant que telle, quoi. Ils ont sorti le TPB, ils disent pas, ils parlent toujours de séries régulières. Voilà, faut leur laisser un petit peu le temps. Mais ça veut dire aussi qu'on se risque d'avoir une série dont le tome 2 ne pourrait ne pas arriver avant l'année prochaine. Enfin, je veux dire, et l'année prochaine, genre dans un an en fait, tu vois. Et ça, c'est toujours plus compliqué par contre pour capter un lectorat, d'autant plus quand le premier tome n'est pas non plus un coup de cœur, quoi. Et voilà. Donc voilà. Néanmoins, si ça vous intéresse, eh bien, sachez que c'est disponible. Le premier tome est disponible chez Delcourt. En plus, ça vient de sortir. Alors, on enregistre le podcast. C'était sorti le 9 juillet 2025. Donc là, on est vraiment sur de la nouveauté. Mais je serais curieux d'avoir l'avis des gens. N'hésitez pas sur le Discord ou quoi à nous dire, parce que Discord, commentaires. Moi, partout, je me dis qu'il y a un truc que j'ai loupé en fait. Au sortir de non, mais après, il y a un truc qui me manque là. C'est peut-être ton appréciation de la narration aussi, parce que moi, j'ai trouvé que c'était daté, en fait, tout de suite. Ouais. Et pour m'être refarci et pas du tout avec amour, justement, le premier volume. Moi, je n'aime pas le volume initial de Thunderbolt. Fou. Tu vois. Mais je sais. C'est fou. Il y a des trucs parfois comme ça, mais vraiment, ces séries de groupes, cette trop solitaire, c'est pour cette narration. Non, mais je sais pas, il y a un truc auquel j'accroche pas. Et puis, j'avoue que moi, j'ai un vrai problème avec les designs, en fait, qui sonnent aussi vieille école, quoi. Et je sais pas. Mais après c'est très personnel, quoi. Mais je comprends. Je sais que moi ça m'a empêché de rentrer dedans. Après si vous avez préféré Arrow Smith ou Astro City, évidemment. Ouais, non, mais alors que Astro City, on attend toujours les omnibus chez Panini, ça prend énormément de retard. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai apprécié ce côté effectivement
la guerre elle est finie, nous on est là pour faire autre chose en fait, avec l'autre qui insiste, et tu sens que ses motivations sont pas forcément claires. Donc il y a vraiment eu des moments, tu vois, par bribes de segments de chapitres où je me disais ok, là les enjeux m'intéressent, là il y a quand même un truc qui fait que j'ai pas abandonné la lecture, mais ouais, il m'en fallait plus pour me convaincre totalement. C'est con parce que la cover est jolie en plus. Ouais, la cover est très jolie, effectivement. Donc c'est disponible pour 20€ chez Delcourt. Corentin, on passe du côté tu veux faire la violence d'abord ou... des super-héros. Ouais. Non, on va faire Galactus. Okay. Je vais te laisser plus en parler parce que j'ai pas eu le temps de rire. C'est une réédition en must-have. Donc, ça s'appelle Fantastic Four. Voici venir Galactus. Et, tout simplement, c'est un album qui compile notamment, les premiers numéros, les numéros de la saga originale avec Galactus. Oui, mais pas que. Il y a un sommaire assez complet parce que ça fait presque 200 pages quand même. Donc, c'est ça. Il y a la trilogie Galactus originelle de Stanley, Jack Kirby et Josie Knott. Vous avez ensuite les numéros 140, non pas 140, 121, 122, 123, je crois, de Big John Buscema et Josie Knott aussi, et Stanley. Pardon. Et vous avez les 240 et 243, je crois, ou 241, 234, bref. La période de John Byrne, notre bon ami Jean Byrne. Donc voilà, c'est 3 histoires avec Galactus, grosso modo la première, la deuxième et la troisième. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et c'est pas mal du tout, dans le sens où je ne vais pas m'abaisser à proposer un commentaire critique de l'œuvre de Jack Kirby, évidemment. C'est à remettre dans son contexte. Pour rappel, donc on est quand même dans les années 60. Jack Kirby, il est en pleine effusion, c'est-à-dire que ça y est, il a pris enfin les commandes de Fantastic Four. Stanley lui impose plus de faire des scènes particulièrement civiles ou quoi, donc il peut aller assez loin dans son concept. Pour rappel, c'était la méthode Marvel, donc grosso modo, Stanley écrivait les dialogues sur les dessins de Kirby, donc de toute façon c'était lui le comploteur ou le plotter entre guillemets, enfin le scénariste sans les dialogues. Et à l'époque justement, donc il crée les Inhumans. Directement après, il crée Galactus. Directement après, il va créer Black Panther. Et il va créer tout ce qu'on connaît en fait simplement de la mythologie Marvel. Et c'est littéralement un enchevêtrement, c'est-à-dire que là on sort en fait avec le premier numéro de la découverte des Inhumains, de la découverte de Attilan, et immédiatement le surfeur d'argent apparaît et prophétise l'avenue de Galactus. Même c'est plus compliqué que ça, en fait là c'est le Watcher qui alerte les Fantastic Four que Galactus arrive. Galactus effectivement arrive, effectivement il est grand comme une maison, une petite maison, pas une grande maison. Il dit les gars, moi je suis désolé, c'est pas que je vous aime pas, hein, mais j'ai la dalle et vous êtes là donc vraiment, je vous bouffer. Et à l'époque justement c'est rigolo parce que quand Kirby crée le Galactus, il n'imagine pas en fait l'idée que Galactus mange les planètes où il y a de la vie. C'est le Watcher lui dit justement non là tu peux pas parce que avant tu mangeais des mondes qui étaient morts. Là, cette planète-là, il y a de la vie sentiente, intelligente, évoluée, donc c'est pas bien. Il faut pas que tu dévores la planète Terre. Et c'est justement en fait cette différence qui va amorcer la prise de conscience du surfeur d'argent, qui, alors là, c'est vraiment très Kirby. Je sais pas si vous vous rappelez dans les New Gods de Kirby cette scène où Darkseid passe au coin d'une rue et se fait ragla par des petits bandits de quartier qui l'assomment, où tout le monde est en mode hein, quoi, qu'est-ce que c'est? Là, c'est pareil en fait, c'est le surfeur d'argent. Je crois qu'il se casse la gueule et il tombe chez Alicia Masters. Voilà. Et elle lui fait à bouffer. Et ça dure 3-4 pages, hein, pas plus. Et là, il est en mode genre, putain, ils sont sympas les humains quand même. Elle m'a fait à bouffer. Et Galactus, il veut les tuer. Et je suis pas content. Hein. Et juste un peu d'empathie et de bonne cuisine. Hein. Exactement. Tu vois, comme les toasts au fromage avec la salade betterave là. Exactement. Il suffit de ça. Du coup, j'ai plus envie de te tuer maintenant. Tu vois. Ça y est. Voilà. Mais voilà, et pareil pour Galactus qui clairement voilà il se fait bolosser en mode genre ah putain merde j'ai compris ma leçon, je m'en vais. C'est vraiment que 3 numéros. Ceci dit à l'époque c'était quand même assez chargé parce qu'il y avait peu d'histoires qui duraient vraiment sur 3 numéros, des arcs complets. Ouais, puis là les designs sont incroyables. Le vaisseau qui fait une boucle infinie là mais carré machin, ouais, il y a trop il y a vraiment du Kirby art à foison. Il y a la machine du Watcher aussi qui est magnifique. Quand Galactus apparaît, oui en fait c'est juste avant le numéro où il va aussi inventer la zone négative. Parce que c'est un numéro suivant qu'il invente la zone négative et Annihilus et tout. Donc vraiment, il y a des espèces de photographies qui vont s'insérer dans son dessin de comics. Enfin, c'est vraiment, c'est la grande période de Kirby, la grande période de la source d'inspiration cosmique de Kirby. C'est évidemment armé dans son contexte. Pareil, les Fantastic Four parlent à Galactus. Galactus, il leur met une torgnole en mode casse-toi. 2 secondes plus tard, on les voit, Reed est dans la salle de bain en train de se raser.
Et il dit là, mais attends 2 secondes, on va aller combattre Galactus, mais d'abord il faut que je me rase quand même parce que là je suis pas présentable, c'est n'importe quoi. Et limite Johnny il l'engueule en mode mais putain, on est pas dans une publicité, tu fais chier et tout, allez, il faut qu'on aille se bagarrer et tout. Donc voilà, c'est les codes de l'âge d'argent, c'est très désuet, c'est très facile. J'ai pas revu l'édition française, mais quand Galactus apparaissait dans la version restaurée en version classique, il avait ses couleurs originales, donc en rouge et vert. Au départ, il était pas violet, Galactus. Mais voilà, donc c'est la première base qui après sera réinterprétée pour faire et Silver Surfer Requiem et le combat du surfeur d'argent et Galactus. Il est bien en rouge et vert. Il est bien en rouge et vert dans cette édition. Ouais. Dans le Marvels de Kurt Busiek et Alex Ross aussi. Dans Silver Surfer Parable de Moebius et Stan Lee. Donc voilà, c'est vraiment la base et c'est effectivement important de la lire aujourd'hui quand justement Marvel Studios a enfin adapté Galactus, le vrai, le bon, celui qui a le casque avec les ailettes et nanana, et une version assez fidèle à l'exception du fait que c'est pas Norrin Radd, le surfeur d'argent, et qu'il n'y a pas Alicia Masters, puisque c'est voilà. Donc voilà, ça c'est la première partie. La deuxième, c'est la plus faible à mon sens, c'est celle justement de John Buscema, qui déjà fait des yeux bleus à Galactus, que pas non plus une super idée, qui lui met les jambes à l'air. C'est-à-dire qu'il a une sorte de robe égyptienne, et il a les papates dans le vent. Voilà, donc c'est Galactus plage. C'est Galactus fait de la moto. Bon, c'est une histoire qui, après, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Grosso modo, Galactus revient, il avait dit qu'il reviendrait pas, mais il revient. C'est juste pour capitaliser sur la popularité du personnage. En revanche, le passage de John Byrne, alors, je crois qu'il a été réédité en omnibus, je sais qu'il a été réédité en omnibus, le volume de John Byrne sur les Fantastic Four. Je vous le conseille abondamment, même si on peut ne pas partager les convictions modernes de John Byrne, et vis-à-vis de l'industrie des comics, et vis-à-vis de la transidentité, et vis-à-vis de toutes les conneries que John Byrne a dit depuis qu'il est vieux. Ça reste quand même un des très 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 grands auteurs-dessinateurs de l'univers des comics. Et en l'occurrence, son volume DFF, il est révolutionnaire. Il arrive après Jim Shooter pour réparer toutes les conneries, ou après ou avant, remarque. Enfin bref, c'est en comparaison justement qu'on met le volume de Jim Shooter, parce que justement Byrne, c'est le mec qui a un peu élevé les FF en disant maintenant on va prendre ça plus au sérieux, on va arrêter de faire des gamineries, on va dire que c'est une famille, mais on va poser des vraies problématiques familiales. Et notamment, cet arc-là, il précède l'arc dans lequel Franklin Richards se fait vieillir lui-même. Pour devenir. Voilà. Et qu'en fait, là, on comprend qu'il a vraiment des pouvoirs de réalité extrêmement dangereux, qui seront après la source de toutes les théories. Pourquoi les personnages de l'univers Marvel ne vieillissent pas? Parce que Franklin, inconsciemment, les empêche de vieillir. Onslaught, le volume de Hickman, tout part, en fait, des idées posées par Byrne à l'époque. Là, en l'occurrence, c'est vraiment sur la partie Galactus. Et il va aussi comprendre comment humaniser, en fait, cette relation. En disant qu'en fait, comme le professeur de... C'était un humain avant, hein. Mais c'est plus que ça. C'est qu'en fait, comme Doctor Doom, il t'explique que Galactus fait un peu partie de la famille, en fait. Et qu'il faut le considérer comme... C'est le tonton toxique. Ouais, ou en tout cas, c'est un mal nécessaire. Il faut le considérer comme, entre guillemets, un membre récurrent du paysage des FF. En l'occurrence, Galactus se trouve un nouveau héros, lequel va le trahir, et Galactus, aux portes de la mort, menace de dépérir, et Reed Richards décide de lui sauver la vie. Voilà, donc une petite histoire en 3 numéros, qui est très bien grattée. C'est l'époque où il y a Frankie Ray, qui était la fille du mec qui avait inventé la première torche humaine. Si vous m'avez suivi, vous êtes super. Qui, en fait, a obtenu des pouvoirs comme ça aussi. Bon, je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais personnage qui avait un peu fendu le cœur de beaucoup de gens, parce qu'il avait une petite romance avec Johnny Storm. Parce que ça faisait torche et torche, du coup c'était assez mignon. Qui lui après finira par trouver réconfort dans les bras de sa coloc, qui fait de l'aérobic avec des tenues d'aérobic de l'époque. Et si vous regardez bien en plissant les yeux, parce que vous êtes très fort, vous remarquerez un hommage à Garfield. C'est trop bien. Dans au moins 4 cases de cette BD. Ouais. Un hommage extrêmement discret et forcément subtil. Donc voilà, ça c'était pour Voici venir Galactus. Alors évidemment l'album sort parce que Fantastic Four est dans les salles de cinéma. Il y a aussi Je suis Galactus, qui à mon sens a moins d'intérêt parce que là on prend vraiment des histoires complètes d'une part, et aussi c'est pas aussi cher d'autre part parce que c'est du must-have. C'est une bonne digestion. Elle est pas bien la Galactus, faudrait que j'aille. Non, elle est sympa, mais elle est plus complète, on va dire. Du coup, en fait, elle brasse plus large, alors que là, on a quand même une bonne idée. Oui, là, ça se concentre plus. Ouais, voilà, on a la vision âge d'argent, plus ou moins âge de bronze, et âge moderne, on va dire. Pour on voit vraiment l'évolution du personnage dans le temps et ses différentes visites sur Terre, et comment, en fait, petit à petit, ça se complexifie d'une présence très totalitaire, puis un vilain caricatural, et puis un mal nécessaire. Et surtout, on a du Kirby et du Byrne dans le même endroit, et Buscema aussi, hein, bien sûr, attention. En plus, Buscema qui était encore ancré par Joe Sinnott, du coup, il y a une continuité artistique, assez claire, hein, entre Kirby et lui.
Donc voilà, moi, plutôt un bon projet. Effectivement, je vous recommanderais plutôt de lire effectivement Silver Surfer Parable, parce que c'est Moebius déjà d'une part, et parce que c'est probablement la version la plus complète de l'histoire de Kirby, même plus complète que Kirby lui-même en vérité. Mais c'est pas celui-là où t'as le Silver Surfer qui est un peu encore plus poussé à l'extrême que d'habitude. C'est de l'écriture à la Stanley. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Oui, mais c'est brillant, par contre, graphiquement. Et c'est oui, non, c'est super beau, mais je me rappelle, j'avais relu et je m'étais dit quand même que c'était de là que venait vraiment la caricature que tu pouvais faire après du Silver Surfer. Je me demande si c'est pas Gottlieb qui l'avait caricaturé comme ça dans les rubriques à braque ou un truc comme ça, où c'était vraiment le dépressif, quoi, qui se lamente constamment oui. sur sa machin. Ouais, mais trop, tu vois, mais après, vous pourrez lire le volume de Dan Slott si vous voulez, ça compense un peu. Ah, bah, ça c'est exceptionnel, celui de Dan Slott. Mais c'est plus cher. Mais c'est un omnibus, donc, forcément, c'est pas un omnimobius. Non. Effectivement, ça marche pas trop. Non, ça là est pas ouf. Non, mais ce qui est bien, donc ouais, Mustaf, c'est 20 balles contre 28 pour la précédente édition de cette compilation qui était en Marvel Deluxe. Donc, forcément, on y gagne un petit peu. Si vous faites pas comme Corentin, si vous avez faire, passer outre, c'est moi qui l'ai mis au programme. Le bandeau doré, quoi. Le bandeau doré. C'est moi qui l'ai mis au programme et qui est lu l'album, accessoirement. Monsieur Arnaud Kikou. Qui l'a relu. Ça envoie des pics, mais. Non, mais faut que savoir que Arnaud est en vert et violet. Je suis le Joker, je suis le Joker. Là, c'est littéralement. Il y a beaucoup de vilains en vert et violet. Il y a le Green Goblin aussi. Ouais, il y a moi. Comme le Conquérant. Voilà. Et toi, voilà, la grande lignée des vilains des comics. Ouais. Très bien, donc ça c'est disponible aussi en librairie, n'hésitez pas. Il y a aussi le deuxième tome de la série de Ryan North. On vous avait dit quand même le plus grand bien du premier tome, et je crois que c'est une série qui se poursuit quand même dans cette qualité, donc n'hésitez pas aussi à aller y jeter un œil. Et puis on vous reparlera, je pense, dans le prochain Back Issues de Fantastic Four. Molécule installe quand même, parce qu'il y a des choses à discuter là-dessus. Mais en attendant, on va faire terminer ce Back Issues avec un petit tour du côté de DC Comics avec l'album Jenny Sparks qui est sorti. Donc c'est une série en 7 numéros Black Label de Tom King, ce bon vieux Tom King. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du Tom King chez Urban Comics, dites donc, et dessiné par Jeff Spokes. Et ça reprend donc Jenny Sparks, une création White Storm, à la base un personnage de Stormwatch puis de The Authority, l'esprit du XXe siècle censé être morte au 31 décembre 1999 et qui pourtant est de retour en Big 2025 avec donc ce titre Corentin, un titre sans action ou presque, dans lequel en fait Jenny Sparks va se retrouver confrontée à un Captain Atom qui a complètement vrillé et qui en fait fait une prise d'otage dans un petit bar et exige en fait dans les conditions pour livrer les otages que l'humanité le reconnaisse comme étant Dieu. Et donc la Ligue de Justice, la Justice League va intervenir, mais face à Captain Atom, tu peux pas faire grand chose, et donc c'est plutôt une sorte de grande lutte mentale qui va se mettre en place entre Jenny Sparks et Captain Atom sur fond de réflexion sur le rôle et la place des super-héros au XXIe siècle. Corentin, qu'as-tu pensé de ce titre ? C'est le moment de lâcher la salière. Elle est grosse. Je crois que la salière va être énorme. J'ai l'impression qu'il est pas content. Non, je vais essayer de rester mesuré. Tu sais, je vais te gratter le dos pendant que tu parles pour essayer de t'adoucir un peu. En fait, bon, les gens savent que moi j'aime bien Tom King, mais c'est vrai que c'est un scénariste qui décrit peut-être beaucoup mieux que les autres le concept de la Dancy. On dit une carrière en Dancy, ça veut dire un bon, un moins bon. Généralement, c'est une exagération de dire ça. Pour Tom King, c'est presque exactement ça, en fait. Ou une sinusoïde parfaite, c'est-à-dire qu'il va avoir des pics de qualité qui seront exceptionnels, comme par exemple Mr. Miracle, Sheriff Babylon, Strange Adventures, qui est un super projet, Love Everlasting, évidemment, Human Target, excellent aussi. La plupart de ces comics, moi, je les aime bien, même ceux qui ont des défauts, voire des gros défauts, comme par exemple, on en avait parlé d'un récemment, avec Métamorpho et Danger Street, voilà, qui avait quand même pas mal de défauts. Ouais, qui était poussif un peu. Il y a un numéro dans Danger Street où c'est le Manhunter qui a un débat avec un autre assassin, et en fait il se balance des concepts philosophiques à la gueule. Ça c'était bien sur le toit, ça c'était marrant ça. Ce numéro, c'est un petit résumé de ce qu'est en fait cet album Jenny Sparks, dans le sens où ça ni queue ni tête, c'est prétentieux et chiant. Ouah, allez, attends, j'arrive. Mais ne brûlons pas les étapes. Je vais te gratter le doigt. Mais donc voilà, effectivement, moi, c'est pas que je suis critique de Tom King, mais c'est que je comprends très bien pourquoi il agace les gens, particulièrement aux États-Unis. Et là, effectivement, malgré toute ma bonne volonté, j'ai du mal effectivement à ne pas me retrancher derrière les critiques, même les plus caricaturales, qu'on fait à son style. Donc effectivement, Jenny Sparks, personnage magnifié par Warren Ellis, qui incarne le XXe siècle, dans le sens où elle est née le 1er janvier 1900 et elle meurt le 31 décembre 1999.
ou 2000, voilà, pour terminer le siècle en entier. Elle est immortelle. Elle est là à tous les événements importants du XXe siècle, le Titanic, la Seconde Guerre mondiale, Mata Hari, etc., etc. Elle connaît tout le monde. Elle est la descendante même des grandes figures du XVIIIe siècle. C'est la descendante de Charles Darwin, de Fred Einstein et compagnie. Et c'est un personnage intelligent, plutôt racé, cultivé. C'est une femme plutôt froide, mais expéditive, qui sait ce qu'elle fait et qui était effectivement connue pour être illustrée avec des débardeurs à motifs. Quoiqu'elle a plusieurs tenues, elle a pas que cette tenue-là, et surtout ça n'a jamais été une punk à chien. Donc là, j'ai pas compris exactement ce qu'il essayait de faire avec son design. Notre bon art, qui c'est qui dessine déjà? Jeff Spokes. Voilà, Jeff Spokes. J'ai pas compris ce qu'il essayait de faire au niveau du design. Elle ressemble pas du tout à Jenny Sparks de Wildstorm pour le coup. Une partie de sa critique va être moi qui fais le gatekeeper, hein, je vous préviens. Mais dans les comics Wildstorm, effectivement, c'est une figure plutôt d'autorité au sens propre du terme, jeu de mots inclus, qui va fonder l'équipe qui remplace Stormwatch, dans laquelle on trouve Jack Oxmore, Apollo, Midnighter, Engineer, enfin les personnages qui forment The Authority, une équipe qui était justement là pour réfléchir à l'application concrète du concept des super-héros au XXe siècle et au XXIe siècle. Quand Jenny Sparks, partie gatekeeper, quand Jenny Sparks arrive à la fin de sa vie, quand le XXe siècle s'arrête, elle est remplacée et elle se réincarne dans un nouveau personnage qui s'appelle Jenny Quantum, qui est là pour incarner le XXIe siècle. Donc le fait que Jenny Sparks soit là pour croiser les personnages du XXIe siècle, c'est un non-sens total. C'est déjà prouvé en fait que Tom King ne comprend pas ce qu'il écrit, ne comprend pas le personnage, et très franchement, je vais le dire peut-être tel que comme je le pense, ce qu'est ce personnage qui porte le nom de Jenny Sparks est une antithèse totale par rapport à ce qu'il était dans les comics de Warren Ellis et de Mark Millar. Jenny Sparks n'est pas un personnage de Garth Ennis. Là, ce que vous voyez, c'est un personnage de Garth Ennis. C'est une héroïne britannique, cool, dégingandée, détendue, qui clope et qui dit beaucoup de gros mots, au milieu des super-héros coincés et caricaturaux de l'univers DC Comics. C'est un truc qu'on a vu dans toute la bibliographie de Warren Ellis. Hein. Vous l'avez dans The Pro, vous l'avez dans The Boys, vous l'avez dans Hitman, vous l'avez à tous les endroits de la bibliographie de Garth Ennis. C'est son commentaire satirique à lui sur les États-Unis et les archétypes du super-héros qu'il n'aime pas. Ce qui est curieux, c'est que techniquement, Tom King, lui, il aime bien les super-héros, donc j'arrive pas trop à comprendre d'où ça part. Mais en l'occurrence, non, le personnage n'est pas comme ça au départ. C'est vraiment une pure réinvention. C'est de la fanfiction totale. Jenny Sparks n'a jamais été une héroïne qui ressemble à du Garth Ennis, en tout cas pas à ce point-là. Oui, elle est clope, oui, elle est cool, oui, elle est britannique, ok, tout ça, d'accord. Par contre, elle lâche pas un gros mot par phrase, c'est pas vrai. Elle passe pas sa vie à se foutre de la gueule des autres super-héros, au contraire, elle dirige une équipe de super-héros. Donc là, le fait qu'elle soit devenue une sorte de critique messianique et satirique qui est sur le banc de touche à dire tout ce que vous faites, c'est de la merde, ça a pas vraiment de logique. Et là va s'arrêter un peu la partie gatekeeper parce que, en fait, grosso modo, je sais pourquoi est-ce qu'il fait tout ça. Tom King fait tout ça parce que Tom King ne reconnaît pas le XXIe siècle. Il est pas né au XXIe siècle. Quand il regarde le présent, il voit en fait le chaos dans lequel on évolue, avec la montée des néofascistes, avec l'effondrement des puissances mondiales, avec notre perte globale de pouvoir, en fait, de contrôle sur la réalité. C'est de pire en pire chaque jour qu'on se réveille. On réalise que l'IA nous envahit, que nos décisions populaires n'ont plus d'impact sur les gouvernements, que les FAF montent partout, que les guerres ont lieu partout et qu'on ne peut rien faire. Ça, c'est frustrant, c'est handicapant, c'est énervant. Lui, en fait, en convoquant la figure de Jenny Sparks, est un peu là pour te dire, ça n'a pas toujours été comme ça. Le XXe siècle, c'était différent, parce qu'il n'y avait pas Internet, parce qu'il n'y avait pas la même gestion des conflits, le même rapport à la réalité, il n'y avait pas les mêmes pandémies, etc., etc. Et en fait, elle est là, elle pour servir de rappel de ce truc-là. Et quand on voit les figures qu'elle cite, parce que elle en cite des noms propres, pour le coup, c'est un peu comme le personnage de Jamila Al-Jamil dans la série The Good Place, où en fait les scénaristes trouvaient ça rigolo, comme elle est célèbre et riche, qu'en fait toutes ces vannes soit de dire j'ai rencontré Ashton Kutcher, j'ai rencontré machin, j'ai rencontré bidule. Là c'est pareil, Jenny Sparks, ça va te dire toujours ouais, moi j'ai connu Hitler, j'ai connu Einstein, j'ai connu machin, j'ai connu bidule. Et en fait, donc les figures qu'elle cite, pour le coup, il y a Bogart, il y a, bon, ça c'est pour le côté culturel, il y a Einstein, donc effectivement, donc l'un des grands penseurs scientifiques rationalistes, qui a lui-même admis en fait que la possibilité que Dieu n'existait pas et que la physique quantique était validée après avoir fait les recherches qu'il a menées, parce qu'au départ Einstein ne croyait pas à la physique quantique et son monde d'improbabilité en disant Dieu ne joue pas au dé. Donc si Dieu existe, et puis il n'y a pas d'improbabilité, il y a un dessein divin. Donc le fait qu'elle le cite, c'est super intéressant parce que justement c'est la prise de conscience un peu des grands penseurs que il fallait maintenant s'extraire de la foi pour aller vers la science. Et ça, elle le considère elle comme étant une leçon du XXe siècle. Après, elle cite la défaite de Hitler. Donc la victoire des Alliés, du camp
pas le camp du progrès, mais le camp qui n'est pas le camp de la haine et de la persécution, contre les nazis. Et justement, c'est une leçon dont on pourrait s'inspirer aujourd'hui, etc., etc. En fait, elle va construire un tissu de référence comme ça, qui s'achève justement avec la citation de Virginia Woolf et de son suicide. Donc Virginia Woolf, qui était une écrivaine qui a écrit Mrs. Dalloway, frappée de dépression nerveuse et qui justement avait traversé la Première Guerre mondiale et qui, en voyant les horreurs du fascisme et la montée du néofascisme dans les années 30, a décidé de se foutre en l'air. Ce qui, pareil, c'est la note d'intention de l'album, en fait, ça. Ça, c'est Jenny Sparks qui te dit, mais moi, justement, qui ai vécu toutes les horreurs du XXe siècle, quand je vois le 21e, j'ai envie de me tirer une balle dans la gueule. Et il y a une vraie réflexion suicidaire dans cet album. C'est à mettre côte à côte avec Mr. Miracle de ce point de vue-là. C'est la poursuite de la dépression nerveuse de Tom King qui ouvre sa fenêtre le matin et voit que les États-Unis sont en train de partir en znard. Et c'est le problème aussi, c'est que justement, c'est trop américain. Pour un personnage qui a le Union Jack sur la veste, jusque dans son logo sur l'album, tous les événements qui se sont décrits pour le 21e siècle, c'est quoi? C'est la guerre en Irak, l'élection de Trump, la pandémie mondiale vécue depuis les États-Unis et la crise des subprimes. Il y a rien sur le reste du monde. Je veux dire, au Japon, t'as quand même un premier ministre qui s'est pris un coup de fusil. On n'en parle pas. En France, il y a eu le 13 novembre, on n'en parle pas. En fait, on ne parle que des problématiques du point de vue du spectre américain, parce que c'est pour formuler une critique des États-Unis, j'ai bien compris. Voilà, et tu pourras pas omettre le fait que Tom King parle de ce qu'il a vécu lui, et que ça pourrait être très mal pris d'avoir le propos de Tom King sur le 13 novembre, alors que littéralement, il n'y était pas, tu vois. C'est pas son j'entends ta critique, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas le bon personnage pour faire ça, en fait. C'est que ça aurait été qui? Mais j'en sais rien, n'importe qui, peu importe. Là, le fait de prendre une héroïne qui vient de The Authority, c'est une série qui parle du monde de The Authority, tu vois, justement. Et qui te parlait plus généralement, en fait, de l'évolution des super-héros. Là, le fait déjà d'en faire une espèce de punk faussement cool, parce que je suis désolé, c'est plus cool de cloper tout le temps une case sur deux. Moi, je suis ancien fumeur, d'ailleurs, je fume encore en soirée et tout. Il y a pas de souci, je vais pas faire un commentaire moraliste, mais je sais pas pourquoi, mais c'est, enfin, en tout cas, dans l'introduction de Jean-Marc Lenné, il parle de Constantine, en fait, d'en faire une forme de. Oui, de non, mais voilà, mais c'est pas Constantine, c'est ça le problème aussi. Mais parce qu'elle aurait inspiré Constantine, en fait. Parce qu'elle était déjà portée sur la bouteille et la clope à l'époque. Non, mais c'est un peu ridicule en vrai. Ils ont Hellblazer, c'est à demeure. Hein. S'il veut faire du Hellblazer, il peut faire du Hellblazer tout seul, sans problématique. Hein. Oui, sauf que Hellblazer, il est pas immortel comme Jenny Sparks, c'est que c'est pas l'esprit du 20e siècle. On s'en fiche. Mais Constantine, c'est pas Jenny Sparks. Jenny Sparks n'est pas Constantine. Et au-delà de ça, le fait de les faire constamment cloper, ça devient un gimmick. Non, mais le côté t'as pas un feu, oui. Quand t'as lu 10 fois la même réplique, t'en as plein le cul. Sur 200 pages, le fait d'avoir constamment vu qu'elle parle avec des super-héros, qu'elle dise ouais, vous êtes tous capables de faire tout ci et ça, mais pas de me donner du feu, il y a un moment où tu fais c'est bon, j'ai compris, effectivement. Et accessoirement, en plus, justement, t'as cette espèce de dialogue, comment dirais-je, ce que j'appelle les dialogues bloqués de Tom King, où en fait les personnages ne s'écoutent pas parler. Que là, par exemple, elle est constamment en décalage avec l'intrigue parce que en fait elle est là pour critiquer l'action des super-héros qui sont écrits avec pareil une lourdeur de forceur absolue. O'Girl qui défonce le bar et qui dit je suis O'Girl de la Justice League et ton règne de terreur a sonné. Personne ne parle comme ça. Je sais que c'est pour faire de la caricature, je sais que c'est fait exprès et il y a toujours ce côté un peu gros sabot chez Tom King. C'est comme dans la série que j'ai bien aimé. C'est des personnages qui n'existent pas, donc non, mais ils peuvent parler comme personne ne parlerait. Non, mais dans les comics, personne. Tu vois, on parlait du côté vieillot de Free Agents. Même le plus feignant des scénaristes n'écrit pas une bulle comme ça, donc la parodie n'a pas de sens, tu vois. Et c'est comme dans Batman, dans Joker The Winning Card, tu vois, où t'as un moment donné où Batman poursuit Joker et lui dit mais tu sais que moi j'instaure la peur dans le cœur des criminels et tout. T'as envie de dire pourquoi Batman dirait ça, hein. Enfin déjà Batman parle peu, mais en plus pourquoi est-ce qu'il dirait ça? Et en fait c'est la façon de Tom King de dire regardez ces personnages-là ils sont fictifs. Ils vont pas résoudre les problèmes. C'est des créatures qui sortent de cases de BD. Et les problèmes, ils sont réels, ils sont tangibles, ils sont factuels. Donc on peut pas, en fait, les résoudre avec leur action à eux, qui consiste, grosso modo, à foncer dans le tas, à mettre des patates. Et alors, c'est très bien, hein. C'est une réflexion qui est intéressante. Comme quand, pareil, Jenny Sparks dit, le Boy Scout, pour parler de Superman, et la jolie princesse, pour parler de Wonder Woman, ou qu'elle se fout de la gueule de Batman quand il se fait appeler Matches Malone. Tu comprends tout ça. Tu comprends que c'est effectivement fait pour te dire, on ne peut pas attendre du sérieux et de la tenue de la part de personnages de fiction qui reposent sur des archétypes qui ne sont pas applicables au monde réel. Mais à côté, t'as envie de dire, t'as écrit Batman, toi, et t'as écrit Wonder Woman actuellement, et tu mets des problématiques du réel dedans, donc c'est pas vrai, en fait. Ton concept, il s'annule tout seul. Il essaie de faire son Watchmen. Mais alors, j'y viens. Attends, c'est pas fini, c'est le premier étage de la fusée, là. C'est-à-dire que tu dis, mais toi-même, t'y crois pas à tes conneries. Du coup, il force le trait. Il force la caricature. Et du coup, t'as un Superman qui paraît extrêmement éteint.
Ce que même Garcenis n'a pas fait. Dans le numéro 20, si vous avez lu Hitman chez Dispo chez Urban Comics, que je vous conseille de lire, c'est un chef-d'œuvre. Vous avez un numéro où Hitman rencontre Superman. Et Hitman, c'est une vanne. Hein, Hitman, c'est le brouillon de The Boys. Il se sert de Hitman, comme je l'ai dit, personnage, encore une fois, à la Constantine, irlandais, qui débarque aux États-Unis pour tirer sur les super-héros, comme d'une grande parodie très acide. Et pourtant, dans cette série, quand Monaghan rencontre Superman, même Garcenis avait quand même la sympathie de reconnaître que Superman, il avait des idéaux qui étaient intéressants à défendre. Là, franchement, dans les dialogues qu'on a entre Jenny et Superman, au-delà du fait qu'on te dit qu'ils ont baisé et qu'elle l'a pas rappelé, ce qui, pour le coup, c'est pareil, ça c'est de l'écriture de gamin de 5 ans, Superman vraiment est écrit comme une coquille vide absolue. Qui refuse d'agir sur toutes les problématiques réelles, comme la guerre en Irak et tout, et je comprends bien que c'est le message, encore une fois, que on peut pas leur demander de sauver le monde et compagnie. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu les faire intervenir? On le sait bien que les super-héros ne vont pas aller chercher Trump dans son bureau. On le sait très bien que Wonder Woman ne va pas réellement améliorer la cause des femmes au quotidien. Et pourtant, si on le sait, pourquoi dans ton comics Wonder Woman, Tom King, tu me dis que justement, si, il faut s'en servir comme d'une allégorie utile pour parler du présent. Tu vois, moi, je trouve qu'il y a un vrai côté, il y a une facilité, en fait. C'est un projet qui est extrêmement facile et qui est peu inspiré. Je suis totalement d'accord avec le dernier numéro. Le dernier numéro, c'est le numéro qu'il faut lire parce que c'est le numéro qui te dit, quand le chaos frappe à la porte, on n'est pas de taille à lui fermer la porte au nez, en fait. Parce qu'on n'est que des humains. Et le monde va trop vite, dans le mauvais sens, et on ne sait pas quoi faire. Donc, évidemment, il faut résister à l'envie de se suicider, mais parce que la vie vaut la peine d'être vécue néanmoins. Tu vois, c'est un peu le message à la fin, où elle dit, on ne se bat pas pour la vie, on vit la vie. Tu vois, je sais pas comment ils traduisent en VF, mais en anglais, c'est you don't fight for life, you live your life. Ça, c'est un très bon numéro. Le reste, tout l'enrobage qui est fait autour, c'est tartignole, quoi, vraiment. Il y a même une réplique qui m'a vraiment énervé où elle dit on n'affronte pas la vie, on la vit. Voilà. T'as un moment donné où elle est en Irak, elle demande des clopes américaines. Le mec, il fait j'ai des clopes françaises et elle répond non, les Français, c'est des lâches qui ont abandonné l'Europe. Ça, c'est un truc que Jenny Sparks n'aurait pas dit, déjà, pour commencer. Et là, pour le coup, je sens une envie, justement, de faire du Garcenis, de faire du Mark Millar avec une réplique un peu vénère. C'est exactement il n'y a pas marqué France de Captain America dans les Ultimates. Ouais, j'ai trouvé que c'était un peu off aussi. Et bizarrement, ça fait un peu Jenny Sparks qui aurait les idées de Bush Junior, quoi, en fait, et donc reprocherait à la France de ne pas s'être engagée. Et pourtant, c'est pas trop, j'ai l'impression, ce que Tom King pense de ce qui s'est passé avec l'Irak. Donc, mais en plus, c'est pareil. C'était très bizarre. C'est un peu hypocrite de sa part de dire le conflit en Irak, c'était compliqué, machin, etc. Frérot, tu t'es engagé, toi, militairement. T'as été dans les services secrets en Afghanistan, non? T'as fait un comics dessus. Comment après tu reviens en disant ouais, quand même, c'était pas cool et tout. Bah, mec, après, chacun son passé, hein. Je peux très bien comprendre que, comme en France, après le 13 novembre, des gens se sont engagés dans l'armée ou la police pour se dire plus jamais ça, etc. Mais au global, je trouve que c'est un comics qui est extrêmement déséquilibré. J'ai pas parlé encore d'autres trucs. Déjà, les dialogues avec les insultes. Alors, c'est une série Black Label, on est d'accord? Ouais. Voilà. Alors, Black Label, si tu m'écoutes, ne pas montrer la bite de Batman, très bien, je peux comprendre, le monde n'est pas prêt. Mais les gros mots, ça va. Tu peux mettre des gros mots. Soit tu peux mettre des gros mots, soit tu dis à ton scénariste qui met un gros mot par réplique qu'il faut qu'il arrête d'en mettre parce que sinon c'est affreusement chiant, en fait. Tu as littéralement, donc j'explique pour ceux qui ne savent pas, Tom King met beaucoup de gros mots dans ses BD et comme il a pas le droit parce que c'est des comics, donc c'est pour enfants, machin, etc. Il y a censure. Alors que non, justement, Black Label, c'est rated M pour mature, machin, c'est. Et du coup, il doit mettre des signes grammaticaux comme des arrobas, des pourcentages et des astérisques, enfin des mots dièses, pour faire ces gros mots. Or, comme ces personnages jurent comme des charretiers, notamment Jenny Sparks, c'est illisible. Parce que déjà, il faut que tu devines le mot qu'elle a utilisé. Bah après, dans la VF, ça va, parce que Jérémy Manès, qui s'occupe de la trad, utilise les signes de façon assez maligne pour que en gros il laisse quand même la première et la dernière lettre et entre temps et à l'intérieur en fait il met des signes qui permettent de comprendre, genre merde tu comprends que c'est merde, putain tu comprends que c'est putain, tout ça. Mais oui, par contre quand je l'ai lu je me suis dit, c'est imbuvable, hein. Quand je l'ai lu je me suis dit ouh, Corentin il va pas aimer ça. Ah oui, non, parce que ça tu l'avais déjà reproché sur je sais plus quel Tom King récemment et ouais. Et alors pour moi la qualité du projet aussi c'est le personnage du Captain Atom. Qui incarne une vraie menace. Pour le coup, ça pourrait pas. Pour le coup, il est marche de ouf. Ça pourrait presque être une pièce de théâtre en fait, ce comics. Et je pense que le fait qu'il parle de Mrs. Dalloway,
de Virginia Woolf est aussi faite pour ça. C'est qu'en fait, c'est tellement un Dr Manhattan. Mais voilà, quoi. T'as envie de dire, Tom King, il serait temps que tu résolves ton complexe d'infériorité par rapport à Alan Moore, en fait. Ouais, c'est parce que déjà t'as fait Rorschach, il l'avait admis quand t'avais fait son interview avec lui, où il parlait d'Omega Men avec les gimmicks formalistes, comme il appelle ça, de faire les numéros à l'envers, à la Alan Moore. Et après, effectivement, frérot, t'as fait Rorschach déjà, et tu l'as foiré un peu ce comics, tu l'as mal terminé. Comics qui parlait déjà de l'élection de Trump, où dans la vie ton personnage bute littéralement l'équivalent de Trump dedans. Donc me dis pas qu'avec les comics on va pas résoudre la réalité, sinon arrête de le faire toi-même pour commencer. Mais surtout, là c'est pas le Captain Atom, c'est littéralement le Dr Manhattan qui a accablé. C'est même plus le Dr Manhattan que le Captain Atom de Multiversity. C'est quand même assez fort parce que là pour le coup, Atom il a jamais eu des pouvoirs aussi puissants. Hein. Atom il est puissant, ok, y a pas de souci, et c'est régulier, je veux dire. DC Comics a souvent tourné autour de ce personnage sans trouver la bonne formule. Particulièrement depuis les New 52, où son origine avait été réécrite. Là, la version qu'il en fait, je trouve que c'est un bon personnage. En revanche, non, ce n'est pas le Captain Atom. À la limite, dans ce cas-là, si vous admettez que ce monde n'est pas possible, parce que c'est pas possible d'avoir Jenny Sparks au 21e siècle, comme je l'ai dit, elle est morte et enterrée, vous pouvez aussi bien faire venir le Dr Manhattan. Hein. Mais on n'en est plus à cette fraude-là, tu vois. Je veux dire, le Dr Manhattan est dans Batman Death Metal. N'est-ce pas, Arnaud Kikou? Qui, voilà. Le Batman Manhattan. Voilà, Batman Manhattan, merci, j'ai pas envie de le dire. Donc dans ce cas-là, autant le mettre, tu vois, tant qu'à faire. Que là, vous avez un Captain Atom, déjà les gens savent pas qui c'est. Mais en plus, effectivement, c'est compliqué de résumer un personnage qui est juste là pour servir un propos sur le complexe de Dieu, des super-héros, encore une fois, ce qui agglomère un peu toute l'idée. Et effectivement, voilà, pour terminer avec ce projet, moi, il me frustre énormément parce que je pense que Tom King est capable de faire bien mieux que ça, mais qu'il a une facilité à tomber dans le gimmick, à s'auto-contredire, en fait. Et ça, je supporte pas, moi, chez les scénaristes. Et c'est comme, encore une fois, voilà, quand Mark Millar fait The Ambassadors, et qu'il te dit, ouais, attends, le monde, dans la BD, hein, je veux dire, le monde, c'est pas un film de Marvel Studios, hein. Vous allez pas gagner parce que vous êtes des gentils. Et à la fin, ils gagnent parce que c'est les gentils. T'as envie de dire, mais arrête, ne dis pas un truc pour te contredire ensuite. Et là, en l'occurrence, tout le propos de la BD est contredit par la carrière elle-même de Tom King, ou la vie personnelle de Tom King, c'est quand même assez particulier. T'as pas besoin de faire un tel enrobage de conneries et d'emprunts forcés et irrespectueux, en fait, de matériel que tu traites, pour juste dire, le monde va mal et j'ai envie de me foutre en l'air. Tu peux, ou justement, j'ai pas envie de me foutre en l'air, il faut chasser cette pensée de mon esprit. Surtout pas avec ce personnage-là. Parce que c'est bien beau de dire, oui, le 20e siècle, c'était beaucoup plus facile et compagnie, et il faut qu'on se souvienne du temps où tout le monde, parce que pareil, elle n'a pas de smartphone. Parce qu'elle vient d'un monde où ça n'existait pas. Et d'ailleurs, son look fait 13 années 90, tu vois, c'est limite un look des Spice Girls, entre guillemets. Les années 90, c'est pas tout le 20e siècle. Le 20e siècle, c'était aussi la désolation, la mort, le Vietnam, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu que des bonnes choses. Quelque part, Ronald Reagan, c'est le grand-père de Trump. Hein. Il y avait déjà toutes les problématiques du présent à l'époque. C'est juste qu'on n'avait pas Internet pour les médiatiser et se sentir en communion pareil, ou de voir tous les faits qui se déroulent sous nos yeux impuissants. Ça, c'est une chose. Du coup, je trouve que les ingrédients sont bons, mais la sauce est dégueulasse. Et en plus, c'est faux. Je veux dire, on m'a vendu un pur steak Magyu japonais de bœuf Wildstorm authentique. Et en fait, c'est une pauvre imitation avec 50% de soja, quoi. Ce n'est pas Jenny Sparks, ce n'est pas un comics Wildstorm, ce ne sont pas les héros de la Justice League. Jamais de la vie, Batman, il dit, on fonce dans le temps, on pète la gueule du méchant. C'est Black Surtout Label. quand c'est Captain Atom. C'est, là, littéralement, il a les pouvoirs d'un dieu. Batman, il va pas dire, je fonce dans le tas. C'est des conneries. Et ça, c'est pour la critique Gatekeeper qu'on va me répondre que je suis un fanboy idiot et que ça n'a pas de valeur artistique ou... Surtout que c'est un Black Label, donc c'est techniquement, c'est hors continuité, t'as pas besoin de te raccorder oui, à quoi que mais ce c'est soit. facile. C'est facile, en fait. C'est ce que je peux C'est facile de comprendre. rendre tous les personnages caricaturaux pour asseoir un propos. C'est beaucoup plus compliqué, justement, de traiter un propos quand tu dois respecter ton matériel. Cette BD-là, si tu prends les personnages tels qu'ils sont réellement, il ne tient pas debout. Il ne tient pas debout. Et t'as même pas besoin, en fait, de parler de la guerre en Irak pour dire que le 21e siècle va mal. Je veux dire, il y a même des exemples qu'il ne cite pas du tout, comme la transphobie, par exemple, ou des sujets qui seraient plus pertinents dans le présent immédiat actuel. La pandémie de Covid, ou... Bah, elle est, la pandémie de Covid. Non, mais justement, Et la elle façon y est dont pas il la qu'un traite peu, avec juste les masques, où elle déprime parce qu'elle est enfermée chez elle. Oui, probablement, très bien, mais quel rapport avec les super-héros dans ce cas-là, tu vois? Je veux dire, de toute façon, ils allaient pas Parce que construire un justement, vaccin c'est parce eux-mêmes. que c'était des êtres à super pouvoir qui n'ont rien pu faire face à ce genre de mots.
Oui, mais c'est facile, ça aussi. Enfin, Bah, on s'en c'est- doutait un peu, tu vois, je veux dire. Mais toi, tu t'en doutes parce que toi, tu as un doctorat S super-héros et que tu connais tout de la symbolique super-héroïque. Mais dis-toi aussi qu'il y a des gens qui vont découvrir ce genre de personnage avec aussi ce genre d'approche et qui, effectivement, l'auront pas forcément eu avant parce qu'ils ont pas lu Watchmen, parce qu'ils ont pas lu The Authority, ils ont pas lu tout un tas d'autres trucs et qui vont effectivement là se dire, ah oui, c'est vrai, en effet, Superman ne peut rien contre un virus. Superman ne peut rien faire contre l'enfermement de tout à chacun et du fait que ce soit juste des travailleurs, enfin les livreurs qui avaient le droit de sortir pour aller livrer les putains de gens surpuissants mais quand même enfermés chez eux parce qu'en fait, dans cet état-là, en fait, ils ne peuvent rien faire. Donc c'est aussi un propos sur l'absurdité de ces figures-là que tu peux apprécier quand tu n'as pas un bagage culturel tel Mais que c'est le pas tien. une question de bagage culturel. Bah si, Arnaud. bien sûr que, Enfin, bah si, moi par on exemple, n'attend pas de la fiction j'attends pas qu'un scénariste littéralement tue Trump dans une BD pour que le monde s'améliore d'un seul coup. Et ça va pas. c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la BD, lecture en que du l'occurrence, métal. elle a eu l'intérêt après le Covid de redigérer cette période-là. On avait beaucoup de créations originales qui parlaient un petit peu justement de la solitude, de l'enfermement et du confinement. Donc oui, si, la BD, ou l'art en général, la fiction, la culture, ça a un rôle réparateur ou ça a un rôle d'interprétation, de digestion des faits et des traumatismes de la société. C'est trop facile de dire, ah bah ouais, bah quand il y avait le Covid, Superman, il était où, hein? Mais on se doutait bien qu'il allait pas venir. Enfin, il n'existe pas. Donc c'est quand même un peu facile comme propos de déconstruction de la matière super-héros que de dire les super-héros ne servent à rien face au mot du présent. Déjà, c'est pas vrai parce que on peut tout à fait s'évader ou penser à autre chose ou au moins retrouver des gens qui partagent nos valeurs et nos convictions dans la fiction. C'est comme quand Tom King te fait une BD anti-Trump avec Wonder Woman. Et ensuite, tu peux pas juste leur demander d'exister dans le réel. On sait bien qu'ils n'existent pas dans le réel. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est Sauf pas que une ça, c'est critique qui une est valide. BD dans laquelle les super-héros existent. Donc, c'est une façon de confronter, en étant dans un univers fictif où ces personnages qui ne peuvent pas exister existent quand même parce que ça s'appelle un univers de super-héros, c'est chez DC Comics, c'est de les confronter et de les confronter au réel. C'est de la même façon pour moi que le numéro du 11 septembre dans Spider-Man, en fait, où là aussi, ils étaient tous impuissants et tu pourrais avoir la même critique en disant, bah oui, bien sûr que les super-héros, ils peuvent pas arrêter les terroristes. Non, c'est pas pareil. autour. C'est que là, justement, ils participaient au deuil collectif, alors que là, on leur reproche de ne pas avoir agi pendant la pandémie. C'est littéralement ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, pourquoi tu vas pas empêcher la guerre en Irak? Et qui te répond, bah, je peux pas intervenir. Tu dis, Parce que c'est politique. je sais bien que tu peux pas intervenir. Là, je m'attendais pas à ce que Superman sorte de la BD pour aller dire à Bush, non, frérot. Enfin, tu vois, c'est pas une critique qui est valide. Je comprends pas, moi, personnellement, cette critique. Ou ce propos en général. Enfin, si je le comprends dans l'idée qu'il nous dit, il faut vivre notre vie, machin, etc. On peut pas tout résoudre en combattant. Et les super-héros, c'est des solutions faciles à des problèmes plus graves. Je comprends très bien. Mais pour moi, c'est fait de manière tellement, du coup, c'est vraiment un sous-Watchmen, quoi, en fait. Ouais. Enfin, ça essaie Oui, d'être ben voilà, d'être un Watchmen, c'est d'être un littéralement la fin de sous-Watchmen. Watchmen te dit, vous êtes des héros de BD à la con, et en fait, le seul moyen d'obtenir la paix mondiale, c'est de truquer l'esprit des gens, tu vois. Et tu sors de Watchmen, tu te dis, ah, mais oui, les super-héros ne servent à rien, alors que là, tu te dis juste, bah ouais, mais enfin, va te faire foutre, quoi. Moi, je voulais juste lire ma petite BD, tranquille. Enfin bref, honnêtement, j'ai détesté cette lecture. Ouais, je vois ça, je vois ça. Avec, encore une fois, des vraies qualités rédemptrices, hein. Pour le coup, graphiquement, c'est bien foutu. Mais Jess Brooks, faut que je trouve qu'est-ce qu'il a fait. Moi, j'adore, hein. Ouais, c'est Son bien. style, Ouais, ça me fait un peu Adam Hughes, je trouve, mais Un petit peu, plus ouais, détaillé, tu vois. Bah, la colo fait aussi un peu Hughes. Ouais. d'ailleurs. Bah, je sais pas qui c'est qui met en couleur, mais moi, graphiquement, je trouve ça génial, quoi. J'adore vraiment son trait, ce côté. De toute façon, c'est comme Joel Jones aussi, qui a cet ancrage plus épais pour les contours des personnages pour qu'ils ressortent plus sur le reste des trucs. Moi, c'est vraiment un truc que je kiffe. Non, bah, c'est Jess Brooks qui se met en couleur lui-même. Bah, il est excellemment doué. Approche très photoréaliste aussi, en fait, dans le dessin, mais qui est super cool. Carrément. Très bon bon, après ça c'est peut-être King qui lui a dit le découpage, mais c'est du découpage cinématographique, en fait. C'est que des cases qui prennent toute la largeur de la page. T'as quasiment t'en as très peu, sinon parfois il te fait un gaufrier, mais sinon en fait après ça c'est un truc que King commande souvent à ses dessinateurs. T'avais ça un peu vraiment, dans... c'est littéralement c'est Ouais, ça, vraiment c'était bien foutu, que ouais. cinématographique, quoi. T'avais ça un peu dans Winning Card aussi. Ouais. Et puis le 9 cases, bah, c'est dans tous les comics de King depuis Heroes in Crisis. Ouais. Et depuis Watchmen. Parce que Watchmen, en fait. Mais après, voilà, pour compenser un peu ce truc-là, la conclusion de l'album, je la trouve très cool, et effectivement, elle a un côté un peu apaisant, compte tenu de ce qu'on vit en ce moment, nous. Le vilain est très bien, le dessin est très bien, mais pour tous les gens qui reprochent à Tom King d'avoir des gimmicks, et de si t'aimes pas Tom King, je pense que ça va pas vous réconcilier avec lui, hein, voilà. c'est clair. Vraiment, si vous avez lu Danger Street et que vous avez lu le fameux numéro 10, ou 11, je sais plus, où il y a la bataille philosophique des deux assassins, et vous avez dit, c'est quoi cette
purge. Mais moi, j'ai trouvé ça trop cool. Mais je sais. Ouais. Mais pour le coup, ça, c'est un numéro qui a vraiment divisé. Il y a des gens qui adorent et qui ont dit c'est du Ditko dans le texte, c'est génial et tout. Et d'autres qui ont dit c'est prétentieux et suffisant et tout. Moi, je suis plus dans la team numéro 2. Là, c'est un peu un bis repetita. Et aussi, je trouve que l'héroïne, justement, il ne fait rien pour la rendre sympathique. Parce qu'un personnage qui jure comme un charretier et qui passe son temps à se foutre de la gueule de tout le monde, t'as envie de dire que bon, déjà, c'est pas Jenny Sparks, encore une fois, mais surtout, même, tu vois, elle ne justifie en rien, en fait, son rôle de la meuf qui, comme elle dit, surveille les super-héros quand ils font des conneries. En fait, elle a pas de pouvoir particulier. Elle est pas spécialement forte. Elle est immortelle, si, elle arrive, non, mais elle arrive à se battre quand même contre Atom, même si Atom peut la vaporiser, elle arrive quand même à lui faire mal, quoi. Donc, Oui, mais Superman, au début, il dit, à la fin, justement, il dit, si jamais nous, on partait en vrille, est-ce que tu nous arrêterais? Mais donc, elle peut pas arrêter Superman, tu vois. Enfin, moi, je si elle le dit, oui, elle dit, mais elle ne peut pas. Genre, elle a pas la capacité de le faire. Tu vois. Un gros coup d'électricité dans la tête. Enfin, bref, je sais pas, j'ai l'impression que tu cherches un peu quand même, quoi. Non, honnêtement, non, attends, je l'ai lu quand même 2 fois, en me disant, justement, peut-être que je suis un peu rudaille, mais. Moi, je te trouve un peu rudaille, quand même. Moi, honnêtement, je trouve que c'est. Mais après, peut-être j'ai pas la culture que t'as, notamment sur la connaissance vraiment de ce qu'est Jenny Sparks dans Stormwatch. Ah bah, non, mais c'est pas compliqué. Vous lisez The Authority, je crois que c'est numéro 1 à 8 de Warren Ellis, 1 à 10 peut-être de Warren Ellis. Elle apparaît dans le 3 ou 4, je crois. Non, le premier, c'est elles qui font de l'équipe. Elle est dans Stormwatch, après, elle monte que The Authority. Mais au-delà de ça, en fait, vraiment plutôt lisez du Garcenis. Voilà, puisqu'on parlait de Hellblazer tout à l'heure. Lisez Hitman de Garcenis et vous allez voir que ce personnage de Jenny Sparks, c'est vraiment une notion d'emprunt. Elle apparaît dans Stormwatch 37. Voilà. Qui est le premier épisode de Warren Ellis. Voilà. Et bon, après, là, vraiment, je conçois bien sûr que faire le gatekeeper et dire c'est pas le personnage que je connais, c'est pas une critique qui est valide. En soi, moi, les critiques vraiment que j'aurais envie d'adresser, c'est déjà sur la philosophie même du projet, ces gimmicks de dialogue cassé, c'est bloqué, ces gimmicks de gros mots, ce personnage qui a pas grand chose de très apathique pour elle, et ces lectures caricaturales de personnages auxquels on ne peut pas adhérer parce que on sait qu'ils ne sont pas écrits comme ça d'habitude. Donc ouais, non, vraiment, moi, j'avais vraiment envie, j'ai lu le premier numéro, j'étais en mode genre, c'est pas mal et tout, mais la suite, j'aime pas cette BD. Tu veux dire que t'aimes bien, toi, peut-être? Bon, oui, mais après, quand t'as déjà passé une demi-heure à défoncer le truc, quel espoir y a-t-il? Je n'ai pas ta science de la verve et de la diction. Donc, on va pas faire un concours d'éloquence. Donc, c'est vrai que moi, je pourrais dire que si. Moi, c'est pas un truc qui m'est tombé des mains du tout. Au contraire, après, je comprends. Je vois, en fait, en lisant, en fait, effectivement, j'ai vu tout ce qui pourra agacer les gens qui n'aiment pas l'écriture de Tom King dans la répétition des dialogues, dans certains motifs et tout ça. Moi, j'ai un kink avec ça, en fait. J'aime peut-être que c'est un kink, ouais. J'ai peut-être juste vraiment une sorte d'affect pour effectivement ces comics qui s'écoutent un peu parler, en fait. Parce que je te l'accorde, c'est trop long pour ce que ça raconte, en fait. Le concept, tu l'as, mais en même temps, moi, j'aime trop. Déjà, j'adore la façon dont Captain Atom tout du long, en fait, est juste terrifiant sans faire grand chose, en fait. La façon dont c'est un très bon vilain, dont d'une case à l'autre il change pour vraiment juste illustrer, en fait, effectivement, la capacité, l'étendue de ses pouvoirs et que tu arrives à le comprendre sans qu'il y ait d'explication. Là, c'est vraiment par l'image que ça passe. Il n'y a pas besoin d'explication de texte à côté, donc ça, c'est super cool. Il y a vraiment des passages qui sont ultra glaçants avec lui. Enfin, vraiment, je crois qu'il y avait eu un autre projet de Captain Atom où il était montré vraiment comme quelqu'un qui était hyper dangereux, et en fait c'est vraiment ce qu'il est. Donc là-dessus, je trouve que ça fonctionne bien. En fait, il y a vraiment une forme de tension, et jusqu'au bout tu te dirais, mais en fait, comment ça va se résoudre? Et la résolution, elle est intelligente, elle est plutôt intelligemment menée de ce rythme-là. Le truc de la cigarette, ça m'a gonflé au bout du deuxième numéro, effectivement, parce que effectivement c'est répétitif. Il y a un truc, moi, que je m'explique toujours pas. J'ai toujours pas compris pourquoi elle était toujours vivante si elle était censée être, enfin, moi, ok, elle est immortelle, mais il y a un truc que je m'explique pas de pourquoi elle revient au 21e siècle au final. Parce qu'elle incarne la nostalgie des temps plus simples, je pense, tu vois. Ouais. Ou plutôt la mémoire de l'humanité, qu'elle est en train de perdre à mesure qu'elle descend dans le chaos, je pense. Ouais, mais par contre, j'aime effectivement, si tu peux être critique sur le côté, ce n'est que le prisme américain. Par contre, j'ai apprécié, en fait, l'idée que Tom King continue d'expurger ses traumatismes inlassablement dans ses BD, en fait, et qui parle de l'histoire de son pays, de ce qui va mal, et de voir avec ce prisme-là, comment effectivement la figure super-héroïque paraît bien figée. C'est pas forcément qu'elle sert à rien, mais c'est ce qu'il essaie de mettre de la distance là-dessus, ce qui est
l'autre versant d'une partie de sa bibliographie où il kiffe quand même les super-héros. Donc, moi, ça m'a plu. Peut-être parce que j'ai pas tout lu non plus autant de trucs que toi ou que j'ai pas le même rapport en tout cas à ce personnage. Et effectivement, moi j'ai pas du tout le côté out of character pour elle en tout cas. J'ai trouvé effectivement que le Superman était un peu off, clairement, qui était pas ultra présent en fait. Et en même temps, c'est du Black Label et moi je sais que quand je lis un titre en Black Label, je pars aussi du principe que si ça diffère de ce qu'on connaît d'habitude, c'est aussi parce que techniquement on laisse vraiment carte blanche aux auteurs pour faire des personnages tels que eux ont envie de les faire. Et si là ils ont envie de montrer justement, et c'est quelque part le côté où ça joue un peu en plus sur Authority, elle fait constamment des jeux de mots sur le fait qu'elle dise qu'elle n'a pas l'autorité, même si l'autorité n'est pas présente là-dedans, et de dire effectivement là c'est une Justice League qui serait plus interventionniste, un peu rentre dedans, tu vois. En fait ça me va, j'ai pas trop de problème avec ça parce que on est dans le cadre posé d'une mini-série en Black Label. Mais je comprends. Non, mais ton discours est tout à fait valide. Aussi ta critique. Bon, moi, c'est peut-être. Par contre, c'était trop, franchement, juste, c'est trop bien gratté, c'est trop bien découpé. Ça, par contre, franchement, pour moi, c'était un vrai plaisir là-dessus. J'allais dire, j'ai un rapport aussi plus personnel, déjà au personnage, mais aussi à cette partie-là de la biographie de Tom King. En général, moi, justement, j'adhère carrément vers Mr. Miracle. Il y a des gens qui ont fait des critiques, dessus, qui ont dit justement, ça s'écoute parler encore une fois et tout, mais moi, ça me marchait carrément. Même, on n'a pas beaucoup parlé de, je trouve, Strange Adventures. Pour moi, c'est un comics vraiment génial. Il y a juste les parties avec Mister Terrific où pareil il va insérer des poèmes ou des trucs comme ça qui là pareil font un peu masturbation du mec cultivé, mais généralement justement j'adhère très bien à ce propos-là de sa part. Là j'étais un peu étonné de voir qu'entre guillemets on en était encore un peu là, tu vois. Mais il fait du surplace, je pense. Voilà, c'est sûr, ça a pas tant évolué, et même je trouve qu'il est devenu meilleur en s'intéressant à d'autres sujets, comme par exemple dans Love Everlasting où il parle moins de lui et où c'est tout aussi excellent. Enfin, c'est même supérieur à mon sens que ce truc-là. Ou même Human Target. Human Target, c'est pas spécialement sur lui, mais c'est un exercice de style qui est parfait, qui est vraiment génial et qui est au service du dessinateur et tout. Du coup, ce Tom King-là, je m'attendais à le retrouver en meilleure forme aussi. Je pense que c'est un peu une déception personnelle parce que nous, on le suit depuis les débuts, depuis Sheriff. On a été très sonore sur le sujet, on nous l'a reproché depuis qu'il était co-scénariste sur Grayson. Voilà, en plus. Du coup, effectivement, moi, c'est plus ça, en fait. J'aurais préféré retrouver un Tom King dépressif, on va dire, différent. Et peut-être que simplement c'était pas les bons personnages au bon moment, mais voilà, la fin me va, le vilain me va. Je vous conseillerais quand même plutôt de lire tout ce qu'il a fait avant, de trucs qu'on a déjà cités, avant de passer par là. Et même si vous pensez pouvoir découvrir The Authority avec ce comics-là, non. Allez lire Stormwatch, allez lire The Authority de Warren Ellis. Ouais, je sais pas s'ils sont encore disponibles, mais j'imagine même le volume 2000 que ce genre d'album se prêterait bien à une réédition en paperback à l'avenir. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il en est de l'édition, parce qu'il y a on pensait que parce qu'il y a The Authority des années Stormwatch, donc c'est la partie Stormwatch en 2 tomes, et après il y a The Authority avec Warren Ellis puis Mark Millar, quoi. On pensait que le film de King allait être l'amorce mais en fait pas du tout. Il y a juste Engineer, elle a rien à voir avec non, mais parce que le projet Authority, a priori, pour l'instant, il a été downgradé en priorité en plus. Donc, En tout cas, voilà, c'est disponible chez Urban Comics pour 22,50 €. Si ça vous intéresse quand même, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé ou est-ce que vous comptez en faire. Est-ce que vous serez Team Corentin ou Team Arnaud? Là-dessus, n'hésitez pas à en discuter sur notre site, sur les plateformes, sur notre Discord. Et s'il vous reste des sous après être passé en librairie, n'hésitez pas à nous aider, à nous soutenir sur notre Tipeee. Et ma foi, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut! Salut!